comment choisir son compte d'investissement pour investir en bourse et, par la même occasion, son courtier. Pour investir sur les marchés boursiers, il vous faut deux choses. Un compte d'investissement et un courtier, ou broker en anglais. Si vous choisissez mal, à la longue, vous allez perdre de l'argent. Ce sera inévitable, comme Thanos. Du coup, mieux vaut ne pas se tromper. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, il n'y a rien de bien compliqué pour faire ce choix. Il suffit juste de prendre les éléments dans le bon ordre. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un courtier et à quoi il sert, quel type de compte vous devez ouvrir, les éléments fondamentaux que vous devez à tout prix vérifier pour choisir votre broker. Et puis, en guise de bonus, en fin de vidéo, nous vous parlerons des courtiers que nous utilisons à 1, 2, 3 richesses. On y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 1, 2, 3 richesses, la chaîne qui vous apprend à investir de A à Z. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube, bonjour tout le monde, nous vous apprenons à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien, en déroulant épisode après épisode toutes les étapes à franchir pour passer de simple épargnant à investisseur averti. D'ailleurs, le plus simple est de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. De cette façon-là, vous soutenez notre travail et vous ne manquez aucun épisode. Si le compte bancaire est le point central de votre architecture financière, le broker, et par extension vos comptes d'investissement, en sont les éléments majeurs. Ah, on continue donc à créer notre système d'investissement tel qu'on l'a défini dans l'épisode 8 ? C'est tout à fait ça. Et comme pour le compte de dépôt, le choix du courtier va jouer un rôle sur la performance des investissements. Mais reprenons à la base. Un courtier est un professionnel indépendant qui réalise les opérations dites de courtage. Un courtier fait du courtage, voilà qui nous avance bien. Attends, je développe. C'est-à-dire qu'il sert d'intermédiaire dans une transaction entre un vendeur et un acheteur. Mais en général, on parle plutôt de bourse ou d'immobilier, non ? En général, on pense à ça, oui. Mais en réalité, le courtier peut se placer en tant qu'intermédiaire dans n'importe quelle opération d'achat ou de vente. Mais bon, ici, ce sont les marchés financiers et donc la bourse qui nous intéresse. Que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas accéder directement aux places boursières pour passer un ordre de bourse. Ah bon ? Mais je croyais qu'on pouvait le faire directement sur Internet ? Eh bien, oui et non. Pour investir en valeurs dites mobilières, actions, obligations, trackers, etc., on va avoir besoin d'un mandataire qui, lui, aura l'autorisation d'agir sur la bourse et les marchés financiers, le courtier. Ah, c'est en ça qu'il agit en tant qu'intermédiaire. Tu commences à saisir. Les transactions que tu veux réaliser sur les marchés boursiers sont appelées des ordres. À chaque fois que tu veux passer un ordre, acheter ou vendre une valeur, tu vas utiliser une interface te permettant cette interaction, un compte dit de courtage. Et c'est ça que je vais pouvoir faire en ligne. Voilà. Toi, tu as l'impression de faire les choses directement, mais en réalité, tu passes tes ordres auprès de ton courtier, qui lui va ensuite les exécuter. Du coup, mon courtier, je ne le rencontrerai jamais alors ? Non, il y a peu de chance. Surtout que maintenant, tout est automatisé. Avant Internet, dis-toi qu'il fallait que tu appelles réellement ton courtier pour lui donner la liste d'ordres à exécuter. Mais avec la révolution Internet, l'accès s'est démocratisé. Donc investir en bourse n'est plus réservé à une élite financière. Mais tu as parlé de compte de courtage. Le compte de courtage est l'outil d'investissement qui va permettre d'interagir avec les marchés boursiers, les différentes places boursières, et ainsi acheter et vendre des actifs financiers. En fait, lorsqu'on choisit son courtier, on choisit également le compte de courtage qui va avec. On peut dire ça comme ça, en effet. Il est possible d'agir sur les marchés financiers par le biais de 3 outils spécifiques. Le compte-titre, qui est l'instrument de base de la négociation boursière. Le PEA, pour plan d'épargne en actions, une particularité française réservée aux valeurs européennes. L'assurance vie, car oui, elle permet également de négocier des valeurs boursières. D'ailleurs, on a abordé ces outils dans l'épisode 17 sur les comptes nécessaires pour investir. Le lien est dans la description et en fiche. Mais au final, ce dont on a besoin, c'est d'un compte-titre, tout simplement. Et si vous êtes résident fiscal français, ouvrez également un PEA pour bénéficier de ces avantages fiscaux sur les valeurs européennes. En fonction du courtier choisi,
Les possibilités de l'instrument financier vont varier, d'où l'importance de faire le bon choix pour ne pas se retrouver limité dans ses investissements. Pour le choix de son courtier, inutile de faire dans l'extravagant. Orientez-vous sur les grands noms du domaine. Ils ont fait leurs preuves et sont également un gage de sécurité. Par contre, certains d'entre eux ne vous offriront pas l'accès au PEA. Du coup, on devra choisir 2 courtiers différents. Exactement. Mais les critères à vérifier sont sensiblement les mêmes, donc la comparaison peut se faire à la fois pour l'un et pour l'autre. Globalement, 3 types d'institutions vont offrir des services de courtage. Les banques traditionnelles, les néobanques, c'est-à-dire les banques en ligne, les courtiers en ligne. Déjà, laissez tomber les banques traditionnelles, car leurs frais sont si prohibitifs que ça en devient du vol. Du coup, laisse-moi deviner. On choisit une banque en ligne pour ouvrir un PEA, puis un courtier en ligne pour le compte-titre. Bravo, c'est exactement ça. Les courtiers en ligne sont, pour la majorité d'entre eux, basés à l'étranger et ne proposent donc pas de PEA. Et les critères pour le choix ? On va les séparer en 2 catégories. Les critères de précaution, que les personnes qui débutent ne connaissent pas, mais qui sont hyper importants. Et les critères de transaction, mais qui ne se limitent pas à la grille de tarifs. Si vous regardez des vidéos pour choisir un courtier, on vous parlera toujours en priorité des frais de transaction et des tarifs de chaque courtier. En même temps, l'argent est le nerf de la guerre, et tu nous as déjà dit que ces frais vont jouer sur la performance. C'est vrai. Mais il existe d'autres critères qui vont avoir une importance majeure pour te permettre d'investir sereinement. Par exemple, vérifier les garanties en cas de faillite du courtier. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Normalement, les titres boursiers sont des titres de propriété. Si le courtier fait faillite, ces derniers seront alors transférés, même si ces démarches prendront du temps, chez un autre prestataire, car ils appartiennent à celui qui les a achetés. Ben, y a pas de problème alors. Oui. Mais reste le cas des liquidités qui n'ont pas encore été utilisées. Il n'y a pas de garantie des dépôts chez les courtiers ? Si, bien sûr. Mais celle-ci varie d'un pays à l'autre, donc mieux vaut connaître la domiciliation de son courtier pour savoir quelle garantie sera appliquée. Et ça change beaucoup ? Eh bien, en France, on pourra te proposer de 70 000 à 100 000 euros. Dans le même temps, un courtier américain pourra assurer une protection jusqu'à 500 000 $. Donc, en fonction de ton propre capital, mieux vaut choisir tel ou tel courtier. Et ça va plus loin. Imagine que le courtier chez qui tu as ouvert un compte titre ne te satisfasse plus. Belle utilisation du subjonctif. Merci. Tu pourrais évidemment en choisir un autre pour transférer ton portefeuille, sauf que je ne vois absolument pas. Tous les courtiers ne proposent pas cette option. Tu risques donc de te retrouver bloqué ou, si les transferts sont possibles, de payer des frais énormes pour chaque ligne que tu possèdes. Ah oui. Donc, protection des dépôts et option de transfert du portefeuille. Dernier point, vérifiez aussi les documents fournis pour le fisc. Les dividendes et plus-values sont bien évidemment imposables. Il faut donc les déclarer. Mais en matière de fiscalité, rien n'est simple. Un imprimé fiscal unique facilite la tâche, mais ce document n'est pas une obligation et les courtiers localisés à l'étranger ne le fournissent pas toujours. Je risque donc de me retrouver à faire tous les calculs moi-même. Oh la galère! Oh oui, et oublier ce type de détail peut transformer ton système d'investissement en enfer juste parce que tu as voulu économiser 3 centimes. Bon, et les différents frais, on en parle ou on laisse tomber? On en parle. Tu te souviens tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'il y avait une époque où, pour pouvoir passer un ordre, il fallait appeler son courtier ? Oui, totalement. Et ? Du coup, c'était plus lent et plus coûteux donc. Grâce à Internet, les transactions se font en quasi instantané et cela réduit d'autant les coûts. Les néo-courtiers peuvent donc proposer des offres plus grand public. Oui, donc on va comparer les coûts des transactions entre chaque courtier, c'est ça ? Non, on va regarder les places de marché qu'ils proposent. Comment ça, les places de marché ? Eh bien, en réalité, la bourse n'est pas un lieu unique. Il existe en fait des places de marché différentes qui proposent des cotations spécialisées sur certains secteurs géographiques ou des secteurs d'activité spécifiques. Tous les titres et toutes les valeurs ne sont pas forcément accessibles sur toutes les places de marché. Il faut donc vérifier la liste des places de marché disponibles pour être sûr qu'on pourra acheter les titres que l'on veut. Voilà.
Par exemple, le Nasdaq cote essentiellement les valeurs technologiques. Donc, si ton courtier ne le propose pas, ça va être compliqué pour toi d'acheter ou de vendre certains titres. Sauf que je les connais pas, moi, ces places de marché. Vérifie au minimum qu'il y ait Euronext pour les valeurs européennes, la bourse de Londres, le New York Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse de New York pour les valeurs américaines, le Nasdaq, et si en plus le courtier propose des bourses sur les marchés asiatiques, Tokyo, Singapour, Hong Kong, c'est encore mieux. Ça me permet d'avoir un large éventail donc. Pour les frais, déjà, oublie les droits de garde et autres frais de tenue de compte. Les banques traditionnelles continuent de les appliquer, ce qui ruine en grande partie les gains. Vérifie également qu'on ne te fasse pas payer des frais de dépôt d'argent ou de retrait. Donc, on fuit le courtier qui continue de les facturer. Bien compris. Ensuite, il y a les frais de transaction. À chaque fois que tu vas en réaliser une, achat ou vente, ils seront comptabilisés. C'est là que les choses se compliquent. Ah bon? Mais si on a le montant des frais de transaction pour chaque courtier, ça doit être assez facile de comparer. Eh bien non, bien au contraire. Bon, faisons ça dans l'ordre. D'abord, il s'agit d'être certain qu'on ne te comptabilise pas de frais de transaction si ton ordre n'est pas exécuté ou si tu l'annules. En fait, les frais ne doivent être applicables que si l'ordre est exécuté. Exactement. Ensuite, il faut voir les frais de transaction eux-mêmes, c'est-à-dire combien coûte un ordre d'achat ou de vente en fonction de la place de marché. Parce que ça peut dépendre? Complètement. Et le courtier qui annonce des tarifs exceptionnels n'est pas forcément le moins cher du marché. Le mieux est de faire soi-même le calcul en fonction des places de marché sur un montant d'ordre de, par exemple, 2000 €. De cette façon-là, tu auras une vraie base de comparaison. Et est-ce que je ne pourrais pas ouvrir plusieurs comptes titres en fonction de ces frais de transaction? C'est une option à envisager si tu souhaites maximiser les frais. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais lorsqu'on commence à passer de nombreux ordres, chaque transaction coûte un peu d'argent qui, à la longue, deviennent des grosses sommes. C'est le latte factor du dernier épisode. Donc, en fonction des places de marché, on pourra avoir un compte titre chez le courtier le plus avantageux. Si tu es prêt à gérer plusieurs portefeuilles, pourquoi pas? Ou alors tu trouves un compromis. Je tiens d'abord à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé par un courtier. Il ne s'agit donc que d'un avis personnel dont vous n'êtes pas obligé de tenir compte. Comme nous l'avons déjà dit en début de vidéo, il existe deux types de comptes d'investissement, PEA et compte titre ordinaire, ou CTO. Et comme l'a deviné le cube... Ah, je le savais! Je n'ai encore rien dit. Désolé, ça m'a échappé. Donc, le PEA est détenu dans une néobanque et le CTO chez un courtier en ligne. Maintenant, tu peux te lâcher. Ah, je le savais! Le PEA se trouve chez Fortuneo, comme le compte de dépôt d'ailleurs. Chez eux, il n'y a aucun droit de garde ni autre, et les frais de transaction font partie des plus faibles du marché, particulièrement si vos ordres sont inférieurs à 500 €. En plus, ils ont un service client très réactif et une interface simple et claire. Si ouvrir un PEA chez Fortuneo vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage qui se trouve en description. Vous bénéficierez ainsi d'un bonus à l'inscription. Pour le compte titre, la meilleure offre grand public se trouve chez DeGiro. Si vous décidez de faire une optimisation en fonction des places de marché, vous pourrez trouver mieux, mais en moyenne, DeGiro reste le courtier le moins cher. En plus, il propose une liste d'ETF sur lesquels il n'applique absolument aucun frais. Et ça, c'est un sacré plus. Par contre, chez eux, pas d'imprimé fiscal unique. Donc, pour les impôts, il faut faire les reports et les calculs soi-même. Là aussi, si vous désirez ouvrir un compte titre chez eux, on vous a mis un lien de parrainage vers leur site. En retour, vous bénéficierez de 20 € de frais de courtage remboursés. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Si vous avez besoin de plus de précisions sur la façon de choisir son courtier, vous pouvez consulter l'article de blog qui lui est lié et dont le lien se trouve dans la description. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires, nous les lirons et y répondrons de notre mieux. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir notre travail. Puis likez et partagez cette vidéo pour aider à son référencement. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça.